Vendredi 22 septembre 2023. Audio économique, ça fait pas mal de temps. Vous êtes nombreux à me le demander par mail, je comprends. Il y aura beaucoup de répétitions, mais c'est pas grave pour ceux qui n'ont pas suivi, pour ceux qui ne connaissent pas le parcours et la pensée, il y aura des répétitions. Alors, plusieurs choses à dire sur l'économie. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes dans ce qu'on peut appeler une démolition contrôlée. C'est-à-dire que on évolue par étapes, secteur par secteur, loi par loi, euh, à tout simplement la, la, j'allais dire la désescalade, mais la remise à niveau négative de l'Europe, on va dire l'Europe riche, entre guillemets. C'est-à-dire que il faut, petit à petit, sans brusquer les gens, amener l'Europe à un niveau de vie et un niveau de coût comparable aux pays les moins chers. Pour ça, il y a toute une série de facteurs qui sont occupés à arriver, des facteurs naturels et des facteurs artificiels. Facteur naturel, la démographie. Il faut savoir que euh, la plupart, je veux dire bon nombre d'habitants en Europe ont été conçus, entre guillemets, pendant ce qu'on peut appeler les Golden Sixties, c'est-à-dire entre 1945 à 1968, période de l'après-guerre, où on devait tout reconstruire, où il y avait de la croissance économique, où les gens faisaient des enfants, etc., etc. Ça signifie quoi? C'est un simple calcul mathématique. Les gens qui sont nés en 1960, par exemple, ils ont 63 ans en ce moment. Ils sont donc à la retraite ou à la retraite dans quelques années. Donc, entre aujourd'hui et 2030, mais ça ne vient pas de commencer, bien sûr, il y a un flot ininterrompu d'Européens qui passent à la retraite. Un flot massif. Alors, ça pourrait être une bonne nouvelle si nous avions une économie saine et une économie en croissance. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que ben, les personnes âgées partent à la retraite. Faut savoir qu'ils vont manquer de milliers de chauffeurs, de policiers, de militaires. Il y a des carences terribles, en fait, parce que, outre le fait du nombre, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui sortent que ceux qui rentrent, dans ceux qui rentrent, il y a beaucoup de gens inadaptés. On le voit dans pas mal de statistiques au niveau policier ou militaire. Beaucoup de jeunes, en fait, après quelques mois, abandonnent. Euh, parce que tout ça, ça demande vocation, patriotisme, esprit de sacrifice, ce qui n'est plus de nos jours. Les gens, ils voient le salaire, la stabilité de l'emploi, mais il ne faut pas que ça demande trop de sacrifices. C'est dans l'air du temps. Et par certains côtés, c'est compréhensible. Donc, on a des départs massifs à la retraite, non remplacés par des jeunes, mais en même temps, l'emploi disponible est soit de l'emploi dans les services, c'est-à-dire vendeurs, réceptionnistes, nettoyeuses, je ne sais pas, tout ce qui tourne autour des services. Donc par rapport aux services aux personnes âgées, services aux touristes, services oui, au tourisme en général, soit dans des boulots hyper spécialisés. Programmeurs, algorithmes, intelligence artificielle, blockchain, B2B, B2C et compagnie. Pour le reste, et c'est que le début, l'intelligence artificielle et la robotique vont remplacer l'humain. Donc soit en fait vous devez être un manuel dans les services dans lesquels on a encore besoin d'humanité,
Et encore, attention, il y a de plus en plus de choses qui se développent là-dedans. On a notamment vu que des intelligences artificielles qui, entre guillemets, jouaient le rôle de docteur, étaient plus compatissantes, plus empathiques avec les patients que parfois des vrais médecins, qui avaient des soucis, des divorces. Parfois ils boudent, parfois ils sont stressés, parfois ils sont angoissés et ne sont pas spécialement agréables ou empathiques. Faut pas oublier une chose quand on parle d'intelligence artificielle ou de robotique, qui sera une version prolongée de l'intelligence artificielle avec un corps physique, on va dire, derrière la programmation. Il faut pas oublier une chose, c'est que les gens ne mesurent pas toutes les implications derrière ça. L'application, c'est quoi? Un robot ou une intelligence artificielle, ça tombe pas malade. Ça fait pas grève. Ça tombe pas enceinte. Ça ne demande pas des congés de paternité, de maternité. Euh, c'est d'humeur stable. Ce n'est pas soumis à des émotions, etc., etc. Il y a beaucoup d'avantages. Mais il y a un grand désavantage auquel on n'a peut-être pas assez pensé. C'est le fait que des robots ou des intelligences artificielles, ça ne consomme pas. Ça va pas au cinéma, ça commande pas une pizza par Internet, ça n'achète pas des machines à laver. Ça, ça demande de l'électricité, de l'énergie, on va dire, et puis c'est tout. Ça dort pas, ça n'a aucun désir, ça consomme pas, etc. Donc, si vous prenez le double paramètre, vieillissement de la population, de plus en plus de gens à la retraite, et puis qui décèdent, bien sûr, plus la productivité de l'intelligence artificielle et de la robotique, voilà où je voulais en venir, en fait. Bon, pour ceux qui étaient un peu perdus, parce que mon style était un peu confus parfois, la finalité, c'est quoi? C'est que quoi qu'on vous dise sur l'inflation, les taux d'intérêt, les ceci, les cela, nous sommes dans une tendance lourde déflationniste. Ça veut dire que les prix, à cause du manque de consommation, à cause de la robotique, à cause de l'intelligence artificielle, à cause du vieillissement et du décès de beaucoup de gens européens, on va vers une chute des prix, en tout, parce que tous les éléments sont là. Donc en fait, dans un environnement déflationniste, ce qui est très dangereux, je prends l'exemple d'une maison pour vous expliquer. Admettons, voilà, je suis convaincu que c'est déflationniste. Bon, ça veut dire qu'une maison, j'ai de l'argent, je veux acheter, mais je suis pas pressé, hein, je suis locataire, et j'ai envie de mettre 300 000 euros dans une maison. J'ai cette somme à disposition suite à un héritage, à un don, peu importe. Et je vois les maisons 320, 300, 330, 310. Je me dis, ouais, c'est un peu cher quand même. Euh, les prix vont aller à la baisse. Moi, j'attends. Je suis pas pressé. Je vais pas acheter maintenant. Puis les prix sont à 2,80, 2,70, 2,60. Et je me dis, oula, ça a bien baissé là. Mais ça va continuer de baisser. Et en fait, plus de temps l'acheteur potentiel attend, plus les prix sont tirés à la baisse. Et plus les prix vont à la baisse, plus l'acheteur potentiel dit j'ai intérêt à attendre. C'est très facile à comprendre, hein. Imaginez, vous voulez acheter un bitcoin. Ça coûtait à la belle époque 64 000 euros. Et puis vous voyez 60, puis 55, puis 50, puis 45, puis 40, puis 35, et ainsi de suite, jusque 15 000. Vous dites, mais pourquoi je vais me précipiter? Si je patiente, ça sera beaucoup moins cher. Et puisque vous n'êtes pas le seul à vous dire ça, eh ben, tous les prix sont tirés à la baisse. Donc un environnement déflationniste, c'est très dangereux, en fait, parce que ça précipite le prix des choses à la baisse. Mais, étant donné que c'est un environnement incertain, instable,
euh, comme c'est tout, comme nous vivons dans des économies qui tiennent et qui fonctionnent sur l'usure, les taux d'intérêt, ben, les gens, même si les prix baissent et même si les taux restent bas, les banques, ça va pas être très intéressant pour eux de prendre des risques, de vous prêter de l'argent pour, euh, pour vous confier de l'argent à du 1-2%. C'est pas intéressant. À un moment donné, il faut se mettre à la place des banques qui font des affaires. S'ils voient que dans d'autres secteurs de l'économie, les obligations, les actions, l'or ou que sais-je, ils peuvent faire plus d'argent, pourquoi ils vont se précipiter à vous prêter de l'argent à des taux d'intérêt ridicules? Donc ça ne veut pas dire parce que le prix des choses va baisser et parce que les taux resteront bas. Parce que, bon, je fais un petit rappel économique pour ceux qui ne savent pas. Quand les prix montent et on est dans une tendance inflationniste, eh bien, les taux d'intérêt montent pour freiner l'inflation, pour que l'argent coûte plus cher à emprunter et donc qu'on consomme moins. Inversement, quand les prix chutent, les marchés boursiers chutent, le chômage grimpe, etc., on baisse les taux afin de stimuler la consommation parce que l'argent, on le prête pour pas cher. Donc les gens consomment. Bon, individuellement, ça semble pas très important, mais au niveau de grosses sociétés, quand les taux sont à du 3-4% ou bien du 1-1,5%, ça change beaucoup de choses au niveau de la proportion de ce qu'ils peuvent investir, etc. Donc en fait, on vit une très curieuse époque où euh, le, le- le phénomène va se passer en deux temps, en fait. D'abord, on va avoir les prix qui vont continuer à augmenter, prix des maisons, prix du pétrole, etc. Puis, tout d'un coup, sauf événement imprévu de type signe noir, puis tout d'un coup, avec la disparition de nombreuses personnes âgées qui arrivent maintenant en masse à l'âge de la retraite, plus les progrès de l'intelligence artificielle et de la robotique, là, on va assister à ce moment-là à une énorme chute. Ça veut dire quoi en termes concrets? Je vais arrêter de philosopher, on va un petit peu parler chiffres. Ça veut dire en fait que malheureusement, toutes les personnes qui vont acheter dans les années à venir des maisons, je sais pas, des œuvres d'art et compagnie, ils vont perdre énormément d'argent parce que ils vont acheter au pire moment, c'est-à-dire ils vont acheter dans cette espèce de fausse inflation. Fausse parce que temporaire et qui est motivée par des, des sujets passagers. Tout ça, évidemment, en plus, c'est sans évoquer un drame imprévisible, fatalement. Tsunami, tremblement de terre, inondation, épidémie, ou là, c'est encore pire. Parce que là, de nouveau, l'économie chute, il faut injecter de l'argent, on baisse les taux. Donc, tout tend, tout tend à dire que tout va être tiré vers la baisse. L'argent va devenir de plus en plus insignifiant. Parce que l'argent, c'est logique. Euh, L'argent, si vous le bloquez en banque à du 1%, c'est pas intéressant. Donc l'argent, ça devient quelque chose de... Ce qui va vraiment compter, c'est d'avoir des objets ou d'avoir des talents ou des métiers très demandés, très recherchés. Mais l'argent en lui-même, il va se déverser sans doute dans les marchés boursiers et les sociétés justement qui vont être dans l'air du temps, elles vont exploser, il y aura énormément d'argent qui va rentrer là-dedans. Et donc on va arriver de nouveau dans une société comme on l'a connue dans les années 2010 à 2020, pré-Covid, une année en fait où les marchés boursiers, ben, ils vont être imbibés d'argent pas cher, et le marché réel, ben, va être déflationniste. Parce que tout simplement, trop d'offres, pas assez de demandes. Euh,
Alors on me dira, oui, mais tu ne tiens pas en compte l'immigration. Oui, mais l'immigration, je veux pas être méchant, mais c'est pas l'immigration qui va amener de la consommation. Tout le monde sait que des sans-papiers ou des immigrés, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent en noir, ils font des mandats Western Union dans leur pays, ils vivent à trois quatre dans un studio, ils ont un téléphone, un smartphone, et puis ça s'arrête là, quoi. C'est pas, c'est pas ces gens-là qui achètent des maisons, qui achètent des produits à haute valeur ajoutée, etc., etc. Donc c'est un facteur sans l'être. Oui, peut-être au niveau nourriture. C'est pour ça que, à mon avis, toute personne qui se lance dans la restauration, le snack, et kebab et autres, dans des endroits où il y a un minimum de passage, ben oui, parce que certes, il y aura moins de monde, puisqu'il y aura beaucoup de vieux qui vont décéder, mais ça sera beaucoup de jeunes, beaucoup d'immigrés, donc des gens qui consomment, des gens qui vivent dehors, des gens qui sortent. De toute façon, les personnes âgées, en général, déjà, vont éventuellement dans des restaurants un peu, comment on va dire, classiques, où ils peuvent s'attabler et tout. Mais c'est pas les clients, c'est pas des clients qui vont aller dans des snacks ou des restaurations rapides. Donc en fait, on est dans une mutation de la société où il y aura une espèce de deux mondes, en fait. Vraiment deux mondes très différents. On aura beaucoup de personnes âgées qui vont habiter dans les villes, majoritairement pour éviter les déplacements, les voitures, et qui vont en fait vivre entre le supermarché, le kiné, le médecin, la pharmacie, euh, éventuellement les agences de voyage pour faire une petite croisière avec madame, etc. Qui auront leur petite Peugeot, leur petite Toyota pour faire leurs petits déplacements au supermarché, qui auront liquidé tout le reste, la grande maison, la grande voiture, parce que les enfants sont plus là, etc. Et d'un autre côté, des jeunes, locaux ou d'origine étrangère, qui auront des difficultés à avoir accès au crédit, qui auront des difficultés à avoir des emplois, si ce n'est pas des emplois de service, justement pour s'occuper des personnes âgées d'une façon ou d'une autre, sous diverses formes, ou s'ils ne sont pas dans les hautes sphères de la technologie. Bon, je répète, hein, intelligence artificielle, robotique, blockchain, crypto-monnaie et tout ce qui tourne autour, algorithmes et compagnie, nanotechnologie, robotique, etc. Euh, donc il y aura de l'argent, mais il y aura de l'argent dans certaines poches et dans d'autres il y en aura, mais c'est un peu, c'est une situation ambiguë en fait. C'est une situation ambiguë. Par contre, il y aura des gens qui vont subir parce qu'ils vont pas comprendre, et il y a des gens qui vont anticiper. Les personnes qui savent anticiper tout ce changement de société, euh, vers où va se diriger l'argent, la croissance économique, c'est des gens qui vont faire énormément d'argent dans des placements boursiers intelligents, qui vont comprendre où se trouve la croissance dans le nouveau monde. Je répète, il se trouve dans les services, c'est vaste, hein, soins de santé, tout ce qui tourne autour, bien-être, tourisme, croisière, enfin tout ça. Et il se trouve dans tout ce qui est technologique. Parce qu'il y a un grand basculement avec les voitures électriques, les voitures qui se conduisent toutes seules. Enfin, tout ça, ça demande beaucoup de programmation, beaucoup de technologie derrière. Donc en fait, ce sont les sociétés de services et les sociétés technologiques qui vont sans doute émerger comme les futurs leaders du monde à venir. Euh, et d'autres disparaîtront, tout simplement. Au niveau du pétrole, bon, je vais vite survoler deux secteurs, le pétrole et l'or. Au niveau du pétrole, en fait, c'est
simple et compliqué. Tout le monde vous parle de voitures électriques, n'est-ce pas? Et vous n'en voyez pas tellement autour de vous. Et vous ne voyez pas tellement de bornes pour les recharger. C'est bizarre. En fait, la réalité des faits, nous sommes quand même en 2023. On nous parle de voitures électriques depuis, je dirais de manière intensive depuis 2015, ça fait quand même 8 ans. Et soi-disant, entre 2025 et 2030, tout sera électrifié, etc. Bon, de l'avis de beaucoup d'observateurs, c'est une supercherie. Un, nous n'avons pas assez de centrales nucléaires pour recharger toutes les voitures, en plus du reste. Deux, il y a toujours des très gros problèmes au niveau de l'autonomie, puisque les voitures électriques ne sont pas conçues pour faire des longs trajets à haute vitesse, de type autoroutier. C'est-à-dire que vous allez devoir vous arrêter 2 fois pour un trajet de 400 km. Et s'arrêter, c'est pas 5 minutes, hein. C'est s'arrêter une demi-heure et plus. Donc, il y a ça, il y a le prix d'achat, qui reste quand même élevé. Donc, l'adoption de masse de la voiture électrique, selon moi, c'est pas pour demain. Euh, Par contre, les lois vont devenir de plus en plus astreignantes, en tout cas dans les villes, par rapport aux voitures thermiques, au pétrole et tout ça. Mais pour toute une série de raisons, le pétrole va continuer de monter, parce que tout simplement, étant donné que c'est une énergie appelée à disparaître, on n'investit pas assez dans l'extraction ou la recherche de nouveaux gisements. Et donc, à un moment donné, si cette demande ne s'écroule pas, parce qu'il n'y a pas que nous, hein, il y a tout le reste du monde. Il y a l'Afrique qui se développe, il y a l'Asie qui se développe, et tous ces gens demandent charbon, pétrole et autres. Ben, on peut avoir un effet crunch, c'est-à-dire une offre qui n'augmente pas parce qu'on ne renouvelle pas assez les nouvelles découvertes pétrolières. On n'investit pas assez là-dedans. Et en même temps, une demande soutenue. Et à un moment donné, tout simplement, ben, le pétrole, moi je serais pas étonné hein, que à à la fin du pétrole, qui sera peut-être pour 2035, 2040, je sais pas, quelque chose comme ça, on ait un prix du litre qui soit peut-être 10 euros du litre. Ça paraît fou, ça paraît absurde, mais pas si on pense que, au final, leur objectif, c'est de faire de la voiture un objet de luxe qui n'est pas pour la masse. La masse sera véhiculée dans des grands bus électriques, des tramways, des RER, etc. Et la voiture deviendra vraiment quelque chose réservé à des gens qui ont pas mal de moyens. Euh, c'est un petit peu ça qui se dessine en tout cas. Au niveau de l'or, ben, le prix se maintient malgré que les taux ont monté. Le prix s'effondre pas du tout. Pourquoi? Parce que beaucoup de banques fédérales achètent de l'or à un niveau très soutenu. Euh, les marchés semblent donner le signal que même si les taux montent, la tendance à long terme, c'est des taux bas, donc à de l'argent pas cher, donc à de l'or cher, puisque l'argent n'étant pas rare et l'or étant plus rare, il y a un effet de levier. Moins l'argent papier vaut quelque chose en termes de taux d'intérêt si on le laisse bloquer, plus les matières premières valent cher parce qu'elles sont périssables, elles ne sont pas indéfinies. Donc le marché semble dire, même si les taux actuels sont hauts, ou montent, c'est temporaire parce que la tendance de fond, ça va être des taux bas et donc l'or ne s'effondre pas. Euh, pour le moment, l'or est en gestation, c'est-à-dire qu'il tourne autour des 2000 dollars la once. Plus il va durer longtemps en gestation, plus la montée sera explosive. Parce qu'en ce moment, donc, il y a beaucoup de gens qui rentrent, beaucoup de gens qui sortent.
beaucoup de gens qui accumulent, et donc c'est tous des gens qui prennent l'habitude de payer 1009, 2000 dollars la once, et pendant pas mal de temps. Donc ça veut dire que c'est une sorte de nouveau plancher. À l'époque, quand j'ai commencé à parler de l'or, le plancher, en 2008, 9, 10, bah, le plancher se situait autour des 800 dollars la once. Maintenant, on construit un plancher autour des 2000, c'est-à-dire bah, 2 fois et demi plus cher, tout simplement. Donc le message, ce qu'il faut comprendre, si en 2023, c'est-à-dire, on va arrondir les chiffres hein, pour être plus compréhensif, si durant ces 15 dernières années, bah, l'or vaut 2 fois et demi plus cher que l'argent papier, ce qui est le cas, hein, puisqu'avant on donnait 800 dollars pour une once, et 15 ans plus tard on donne 2000. Donc on donne 2 fois et demi plus cher. C'est, c'est, c'est simple à comprendre. Ça signifie qu'en 15 ans de temps, eh bien, l'argent papier que vous auriez gardé sous un matelas vaut 2 fois et demi moins qu'avant. Il y a 15 ans, une maison que vous trouviez à 150 000 euros, sans doute qu'aujourd'hui, la même maison, 15 ans après, vaut plus ou moins 300, 350. Donc, votre argent papier a dévalué par rapport aux maisons. Euh, Après, les maisons, c'est quelque chose de compliqué. Parce que ça dépend de toute une série de choses. L'immobilier n'est pas un bloc monolithique. Il y a les maisons, les appartements, les maisons 2 façades, les maisons 4 façades, les maisons bien isolées, efficaces énergétiquement, et celles qui ne le sont pas. Une maison n'est pas une autre. Ce qui est sûr, c'est que les maisons isolées, 4 façades, très énergivores, mal isolées, vont dégringoler massivement de prix. Sans doute plus de 50%. Tout simplement parce que personne ne voudra y habiter. Trop grand, trop cher à chauffer, trop isolé, trop loin des hôpitaux, des boulots, des autoroutes. Personne ne voudra y habiter. Euh, Par contre, les petits appartements, studios, bien situés en ville, près des docteurs, des kinés, des mutuelles, des hôpitaux, etc., seront très 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 recherchés. Et sans doute que ce genre de bien-là ne baissera pas de valeur. Pour des questions de nécessité, tout simplement. Donc immobilier, vous voyez, chaque fois qu'on parle d'un sujet, c'est pas honnête de dire tout l'immobilier. Non, il y a plusieurs immobiliers. L'immobilier qui va se renforcer et garder sa valeur, c'est l'immobilier qui intéresse les personnes âgées. Et donc, des appartements pas trop grands, où il n'y a pas trop de délinquance, où il y a des services, des médecins, où il y a un ascenseur ou un rez-de-chaussée. Et où il y a un parking souterrain pour parquer sa voiture, etc., etc. C'est en gros ce que les personnes âgées demandent. Les personnes âgées ne peuvent plus être dans des grandes maisons avec des escaliers qui coûtent très cher à chauffer. Ils sont tout seuls, ils sont très loin des supermarchés. Tout ça, toutes ces maisons-là vont être mises en vente et seront évidemment rachetées par des gens qui n'auront pas accès à mieux, mais qui vont affronter pas mal de problèmes en termes de distance, de chauffage, etc. Donc, pour être simple, parce que finalement, il faut simplifier pour comprendre, l'argent papier dévalue, les matières premières augmentent et, euh, et ça ne va faire que s'amplifier parce que tout simplement, l'argent n'a plus de valeur, parce qu'il n'y a plus de croissance, il y a de plus en plus de personnes âgées qui vont décéder, les gens ne font plus d'enfants et l'intelligence artificielle va amener de la productivité, ce qui tire les prix vers le bas. Et donc tout indique à penser que l'argent papier ne vaudra plus grand-chose et sera sans doute remplacé par une monnaie digitale. Bref, on connaît la chanson, où tous vos achats et vos dépenses seront analysés
par des data centers qui vont étudier tout ça. Vous avez payé combien, où, quelles sont vos habitudes de consommation. Tout sera traçable. Et c'est le monde vers lequel on se dirige. Mais le facteur pour moi le plus important de tout ça, c'est le fait que cette masse de gens qu'il y a aujourd'hui, entre, je vais dire, pour faire large, hein, qui ont entre 55 et 75 ans, les 55-75 ans, quand ces gens-là, en fait, vont disparaître, vont mourir, il y aura un énorme trou dans la société en termes de nombre d'habitants. Nous allons perdre des milliers et des milliers de gens. Alors, si on rajoute à ça les gens qui s'expatrient, les épidémies, euh, tous les gens qui sont célibataires endurcis, homosexuels et tout, on comprend en fait que on fonce à toute vitesse vers un monde dépeuplé en fait. C'est pas pour rien qu'Elon Musk a dit la plus grande tragédie qui va arriver au monde, c'est le manque d'enfants. Là, on le comprend pas parce que moi, je peux vous expliquer ça. Si je roule à 140 km/h sur autoroute, j'ai le pied sur l'accélérateur. Qu'est-ce qu'on va dire? Ah, il roule vite. Ah, ça va trop vite. C'est dangereux, etc. Et alors, moi, j'entends les critiques et je lâche l'accélérateur. Je lâche mon pied. On va rouler à du combien? 130, 125, 120, 110. Vous voyez? Il y a tout un temps où la voiture continue à rouler vite malgré que je n'appuie plus. Et puis tout d'un coup, c'est le trou. 90, 80, 70, 60, 50, 30, 20, 10, 0. Mais avant d'arriver à 0, il y a tout un temps où j'ai l'impression que ça continue. Mais en fait, ça continue parce qu'on est sur notre lancée, pas parce que ça continue d'appuyer. Ici, l'Europe, en fait, ce à quoi on assiste, c'est que l'Europe fonctionne sur ses acquis, au niveau colonial, au niveau économique, au niveau population. Nous fonctionnons sur nos acquis. Mais les acquis ne sont plus là. Et en fait, au risque d'être brutal, nous assistons à la fin de l'Europe, mais tout doucement. Pour moi, pour plein de raisons, l'Europe, comme on la connaît en tout cas, euh, aura disparu d'ici 2035-2040. Elle sera plus du tout semblable à aujourd'hui. Vraiment, j'insiste, la première vague, c'est quand tous les gens qui ont 75 ans aujourd'hui vont décéder. Donc ces gens vont décéder dans les, je dirais en moyenne, hein, dans les 10 années à venir. Ça veut dire d'ici 2030, 2035, il y aura une première vague de décès. Et la deuxième vague, ça va être la vague qui aura lieu entre 2040 et 2050. En 2050, l'Europe sera extrêmement, extrêmement différente d'aujourd'hui. Elle sera sans doute quasiment majoritairement occupée par des gens d'origine étrangère. Il y aura eu plein de changements de société à tous les niveaux. Ça va vraiment être 20 à 30 années de grands, grands, grands bouleversements. Moi, je ne sais pas si j'aurai le temps de connaître ça ou si je serai encore là. Euh, je parle en termes de lieu de vie ou de vie tout court, puisqu'à cette époque-là, si j'y arrive, 2050, j'aurai 77 ans en 2050. Donc, pas sûr que je sois encore là, ou peut-être que je verrai ça de loin, ou pas du tout, je ne sais pas. Mais c'est vers ça qu'on va. Mais pour le moment, nous sommes en décélération, et des gens comme Macron et d'autres, ils sont mandatés pour accompagner en fait l'Europe dans une espèce de soins palliatifs, de mort douce. Je ne le dis pas pour faire «Oh, l'Europe, c'est terrible». Non, c'est dans l'ordre des choses. L'Europe a fait son temps. Voilà.
L'Europe a fait son temps, il faut passer à autre chose. Nous nous sommes autodétruits avec l'individualisme, la liberté, et tout ce qu'on connaît aujourd'hui, le féminisme, LGBT et autres. Et tout simplement, d'ici 2050, ben, on passera la main à d'autres continents. C'est comme ça. Ça ne sert à rien d'avoir des ressentiments. C'est dans l'ordre des choses. En anglais, on dit everything that go up must come down. Tout ce qui monte doit un jour descendre. C'est comme ça. Mais c'est important de le comprendre en termes d'avenir pour ses enfants, d'argent, d'investissement. Faut avoir tout ça à l'esprit. Nous sommes dans un monde où l'argent papier vaudra de moins en moins, où il y aura de moins en moins d'habitants, en tout cas en Europe, et puis dans le reste du monde, parce que la Chine est dans le même genre de problème, le Japon, c'est dramatique. Là, c'est dramatique parce qu'il n'y a pas d'immigration, donc là, il n'y a vraiment rien pour boucher les trous. Donc là, au niveau du Japon, ça va être la grande chute, hein, très très grande chute. Et donc tout ça, en fait, va occasionner des repositionnements géopolitiques. Il y aura des alliances imprévues, des guerres imprévues, plein de choses inattendues. Parce que le monde est dans un profond bouleversement. Parce que tout simplement, on passe d'une époque, 1960, de forte croissance économique et de forte natalité, à une époque, 60, 70 ans plus tard, de décroissance, de déflation et de dénatalité. Donc ça change tout. Ça change tout à tous les niveaux. Euh, Certains diront, oui, mais bon, il faut aller où, il faut faire quoi? Ah, c'est très compliqué, il y a tellement de paramètres. Il y a le paramètre climatique, il y a le paramètre euh, géostratégique, il y a le paramètre économique, il y a le paramètre religieux. Il y a beaucoup de paramètres quand on parle d'un lieu de vie. Une chose est sûre, c'est qu'au niveau climatique, il y a des zones qui vont être tout le temps sous la pluie, d'autres zones très asséchées, d'autres zones inondées ou avec des feux, etc., feux de forêt. Bah, je dirais que de toute façon, les personnes qui vont habiter sur dans un endroit tempéré, montagneux, euh, c'est certainement des choix intéressants. Mais bon, il n'y a pas 36 000 solutions. Euh, Quand on prend le cas, par exemple, de l'Italie, ben, il y a le nord qui est très froid, très montagneux, et le sud qui est très sec, très chaud. Euh, Idem en Espagne, hein, donc Barcelone, Madrid sont au nord, au sud c'est sec et chaud. Euh, mais la chaleur, apparemment, avec le réchauffement climatique, qui pour moi n'est pas humain, mais qui est plutôt temporel, c'est un autre débat, euh, va certainement changer la donne parce que des endroits où on va tirer beaucoup d'eau vont faire que d'autres endroits vont être arrosés de cette eau. Donc il y aura des endroits inondés, des endroits asséchés, euh, d'où le fait que, bon, dans les montagnes, au moins, tu as la fraîcheur et tu n'as pas les inondations. Donc certainement que des villes de montagne sont des bons choix. Il y a également l'histoire de la dépendance à l'énergie. Les endroits trop froids ou trop chauds pour les climatiseurs, c'est des endroits à éviter pour des questions de coût énergétique. Si vous devez affronter des températures de -10, -20, et vous devez chauffer plein tube, sinon votre petit il a un rhume, etc., ben ça va coûter des prix fous. Ça va devenir un luxe de se chauffer. Donc l'indépendance par rapport au chauffage, c'est quelque chose d'important. Donc moi je dirais, comme ça, quand je prends tous les paramètres en compte,
ben, le pays le plus stable possible, avec des gens qui font quand même des enfants. Une ville un peu montagneuse où il fait pas trop chaud, pas trop froid. Donc, bon, après, il faut faire des recherches, mais c'est un peu ça. Bon, après, de toute façon, tout le monde ne peut pas habiter ces endroits, donc de toute façon, il y aura des millions de gens qui vont subir des tremblements de terre, des inondations, des sécheresses, des famines, des épidémies. Il va y avoir plein de drames. Mais de nouveau, c'est l'histoire de l'humanité, hein, c'est comme ça. Il faut être très fataliste face à ces questions, parce que sinon les gens, ils tombent vite dans la sinistrose, la déprime. À un moment donné, il faut être très, il faut prendre les choses pour ce qu'elles sont, tout simplement, et essayer de faire les meilleurs choix possibles, en sachant que vos enfants, ben, ils auront des défis, comme vous en avez eu, comme vos grands-parents en ont eu, et qui devront faire face. Certains réussiront, d'autres pas. Certains en sortiront grandis, renforcés, d'autres diminués, affaiblis. Certains se suicideront, certains se drogueront, etc., etc. C'est comme ça. Chaque être humain suit son destin. Euh, Chaque être humain ben, a des possibilités. Il les exploite ou pas. Et se projeter ou se faire du mauvais sang ou s'angoisser, ça rapporte absolument rien. Arrivera ce qui arrivera. On essaye de faire des bons choix. Parfois on réussit, parfois on rate. Et la vie continue. À très bientôt.